Quand on évoque Napoléon, on pense immédiatement à ses victoires éclatantes, à son génie militaire ou encore au code civil, mais aussi et bien sûr à une campagne qui a profondément marqué l'histoire par son ampleur et par sa tragédie, c'est-à-dire la campagne de Russie de 1812. Donc aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de marcher dans les pas de Napoléon en Russie. Mais ce sera sans chapeau parce qu'il est vraiment pas très confortable. Donc Napoléon et son passage en Russie sont encore très présents dans la mémoire des Russes. Par exemple, si on se promène dans une librairie en Russie, on trouve très facilement des volumes qui lui sont dédiés. Donc évidemment, un des plus célèbres, c'est le roman La guerre et la paix de Tolstoï qui décrit justement cette campagne de Russie. J'ai des épaulettes légèrement ébouriffées aujourd'hui. En visitant l'ouest de la Russie, on trouve aussi très régulièrement des éléments qui rappellent la campagne de Napoléon, même parfois dans des endroits assez inattendus, comme par exemple le monastère de Zvenigorod, pas très loin de Moscou. Je suis dans un monastère quelque part en Russie et il y a une icône assez étrange, donc d'un saint russe avec, regarde. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Eugène Beauharnais apparemment et qui participait à la guerre avec Napoléon et qui a été visité par ce saint dans son sommeil. Le saint lui a dit que s'il ordonnait à ses soldats de ne pas piller, je sais pas quelle ville russe où ils étaient, dans ce cas, sa destinée serait, je sais pas, favorable. Et donc apparemment il l'a fait et son fils Maximilien Beauharnais est revenu en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour se marier avec une Russe et faire beaucoup de bonnes choses pour la Russie, apparemment construire un hôpital par exemple qui est toujours debout à Saint-Pétersbourg. Donc je sais pas si c'est une vraie histoire, mais voilà, il y a un petit drapeau français sur une icône russe. À Borodino, le lieu de la fameuse bataille du 7 septembre 1812, il y a une reconstitution des événements historiques qui se déroulent chaque année. Et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard, mais les Français et les Russes considèrent cette bataille comme une victoire pour leur camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français considèrent qu'ils ont gagné cette bataille et les Russes considèrent exactement la même chose. Donc tout le monde devrait être content, tout le monde a gagné. Il y a une araignée par terre, qu'est-ce que je fais? Il existe même un gâteau très célèbre en Russie qui s'appelle le Napoléon et qu'on peut trouver absolument partout. Donc c'est un gâteau avec des couches qui ressemblent un petit peu à un millefeuille, avec des couches très sucrées. En fait, en vrai, le nom de ce gâteau vient du mot napolitain et non pas Napoléon. Mais la plupart des Russes eux-mêmes l'ignorent et donc ils l'associent à Napoléon. Napoléon est aussi un bon sujet pour plaisanter pour les Russes. Par exemple, à chaque fois que je me plains du froid en Russie ou que je grelotte parce que je suis pas assez habillée pendant l'hiver, les Russes se moquent de moi et me disent que bah voilà pourquoi mon compatriote Napoléon n'a pas pu rester en Russie ou envahir la Russie, parce qu'il n'était pas préparé et qu'apparemment les Français n'ont toujours pas compris qu'il faut se couvrir pendant l'hiver en Russie. Дочки, ну ты чё? Всё, вот. Вот эти французы за столько лет ничего не поняли, как вообще в России зимой надо, да, одеваться, что вообще делать надо. А это на голову. Что у тебя тут висит? На голову? Баба Наташа. Баба Наташа, смотри, у нее платок на сумке, а должен быть на ушах. Вам Наполеон должен был Передать, да. Le plus étonnant pour moi, c'est que Napoléon est un personnage célèbre en Russie, mais aussi pas forcément considéré de façon très négative, peut-être même de façon plus positive en Russie qu'en France. Donc il a su garder, à travers l'histoire, la bonne opinion et l'estime des Russes, malgré ce qu'il a fait en Russie, ou essayé de faire en tout cas. Donc c'est intéressant un petit peu de creuser ce sujet pour comprendre pourquoi les Russes ont une bonne opinion de Napoléon. Petite pause dans la vidéo, donc comme vous le savez, j'aime beaucoup essayer de trouver des sponsors pour vous aider à apprendre le russe, et aujourd'hui je suis dans les locaux de l'école Zlatoust à Saint-Pétersbourg. Donc c'est une école qui a aussi une maison d'édition, où vous pouvez voir les livres qui sont autour de moi, qui pourront vous aider à apprendre le russe, et puis si vous avez besoin de cours de conversation, c'est possible de les prendre ici à Saint-Pétersbourg, mais aussi en ligne si vous êtes toujours en France. Donc les professeurs de cette école pourront vous aider notamment à préparer certains examens en russe, par exemple si vous voulez obtenir un VNG en Russie. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire gratuitement à un cours de russe d'essai et puis pour retrouver toutes les informations. Учебно-издательский центр «Златоуст» работает с 1990 года. Мы обучаем русскому языку иностранцев и издаем учебную литературу для тех, кто изучает русский язык. У нас есть учебники и пособия на французском языке для изучения русского. Вы можете самостоятельно изучать язык или работать с нашими преподавателями. Donc voici la salle où on va avoir le club de conversation et moi je vais être à la table numéro 3. Gabrielle, focus. Donc au début du club de conversation, on a commencé par faire des activités tous ensemble, des jeux de questions-réponses en groupe,
une petite compétition. Если вы знаете ответ, у вас есть колокольчик. Ensuite, on s'est divisé en petits groupes. Nous, on était 3. J'étais avec un Allemand et une Brésilienne. À chaque fois, il y avait un Russe natif qui venait s'asseoir avec nous pour nous expliquer les activités, nous guider, nous aider et corriger nos erreurs. Et puis, on tournait toutes les 30 minutes pour passer à une autre activité. Donc, c'est très différent d'une leçon formelle. C'est très vivant, on communique et ça aide beaucoup à se lancer à parler, je pense. Moi, je dirais que la leçon s'est bien passée, enfin le cours de conversation. Ça m'a inspiré pour revoir un petit peu la grammaire russe parce que j'ai vraiment du mal avec les terminaisons des mots, les cas, les déclinaisons. Je ne sais jamais comment un mot se termine. Je parle un petit peu comme une sauvage. Donc pour un petit peu de contexte, au début du 19e siècle, Napoléon domine presque toute l'Europe continentale. Ses armées ont vaincu l'Autriche, la Prusse et même la Russie en 1807. Mais un ennemi résiste toujours et c'est l'Angleterre. L'Angleterre est alors une puissance économique et maritime incontournable. Ses navires contrôlent les mers, son commerce alimente toute l'Europe, et tant que l'île reste libre, Napoléon ne peut pas vraiment régner sur le continent. Donc pour affaiblir Londres, Napoléon décide d'instaurer ce qu'on appelle le blocus continental. En 1806, il décrète que tous les ports européens sous influence française doivent fermer leurs portes aux navires britanniques. Donc le but, c'est de couper l'Angleterre de ses marchés, asphyxier son économie et la forcer à négocier. En 1807, après une victoire de Napoléon, le tsar Alexandre Ier de Russie accepte que la Russie adhère aussi au blocus continental. Donc sur le papier, le plan de Napoléon est brillant, mais en réalité, il est presque impossible à appliquer. L'Angleterre a une flotte commerciale immense, elle trouve toujours des routes alternatives et son commerce continue via les colonies, l'Amérique et les pays neutres. Et en plus, ce blocus pèse très lourdement sur les alliés de Napoléon. La Russie, par exemple, voit ses exportations de blé et de matières premières s'effondrer. Les nobles russes qui vivent de ce commerce sont de plus en plus mécontents. Les tensions s'accumulent et en 1810, la Russie reprend ses échanges commerciaux avec l'Angleterre en fermant les yeux sur la contrebande qui circule par la mer Baltique. Des marchands anglais installés à Saint-Pétersbourg tiennent même des dîners mondains sous les yeux des autorités russes, alors que leurs navires alimentent la contrebande dans la Baltique. Pour Alexandre, c'est une question de survie économique, mais pour Napoléon, c'est une trahison. Les deux empires, un temps alliés, deviennent alors irréconciliables, et la guerre est désormais inévitable. Donc la campagne de 1812 s'annonce déjà. Donc en 1812, deux hommes se font face. Deux jeunes empereurs, ambitieux, mais aussi deux personnes complètement différentes. Donc qui sont-ils ? Napoléon Bonaparte, né en Corse en 1769, est un homme issu de la Révolution française. Général à 24 ans, empereur à 35 ans, il incarne le mérite, l'audace et la rationalité militaire. Son ambition est sans limite, remodeler l'Europe à son image, imposer son système politique et économique. Pour lui, le pouvoir est une construction humaine gagnée par la volonté et par l'énergie. Alexandre Ier, né en 1777, est l'héritier de l'immense empire russe, petit-fils de Catherine II. Formé par des précepteurs français, il parle couramment la langue de Voltaire, s'intéresse aux idées libérales et séduit ses contemporains par son charme. Mais c'est aussi un homme hanté par l'assassinat de son père, Paul Ier, en 1801, auquel il a été mêlé de près. Derrière ce souverain séduisant se cache une conscience inquiète, tiraillée entre idéaux modernes et traditions autocratiques. Donc le contraste entre les deux est frappant. Napoléon croit au destin qu'il forge lui-même, au pouvoir militaire, aux conquêtes. Mais Alexandre, surtout après 1812, voit la main de Dieu dans les événements. La victoire contre Napoléon renforce sa conviction que la Russie a une mission spirituelle et qu'il est lui-même l'instrument d'un plan divin. Donc leurs échanges reflètent un petit peu cette opposition. Napoléon est plus pragmatique et il écrit à Alexandre en parlant d'alliance, alors que Alexandre est plus insaisissable et il se referme, il se replie sur lui-même dès qu'il sent que la liberté de son empire est menacée. Cette différence de vision explique en grande partie pourquoi, même après la perte de Moscou, Alexandre Ier refuse obstinément toute négociation. Donc là où Napoléon pensait en termes de stratégie et de politique, Alexandre voyait une lutte presque sacrée pour l'âme de la Russie. Contrairement à Napoléon, Alexandre Ier ne commande pas directement sur le champ de bataille. Dès l'invasion, il laisse la direction des opérations à ses généraux, dont le très populaire maréchal Kutuzov. Au début de la campagne, Alexandre se trouve à Saint-Pétersbourg, capitale politique et siège du gouvernement. De là, il organise la mobilisation et suit de près l'évolution de la guerre. Il s'assure du soutien de la noblesse et du peuple et maintient une communication constante avec ses armées. Le 24 juin 1812, la Grande Armée franchit le fleuve Niémen et entre en territoire russe. C'est une force colossale, près de 600 000 hommes, la plus grande armée jamais vue en Europe. Mais ce n'est pas seulement une armée française, on y trouve des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Espagnols, des Polonais. En fait, plus de la moitié des soldats ne sont pas français.
C'est une armée multinationale, soudée par le prestige de Napoléon, mais qui a aussi beaucoup de faiblesses du fait des différences culturelles, linguistiques, les différences de motivation aussi et de formation. L'organisation est un défi, les routes sont mauvaises, les chariots s'embourbent, les rivières débordent. Avant même d'avoir vu l'ennemi, les soldats sont déjà épuisés par la marche et la chaleur. Donc le plan de Napoléon est très clair, marcher vite, infliger une grande bataille décisive et contraindre le tsar à signer la paix. Il espère une campagne rapide comme celle d'Allemagne ou d'Autriche, mais il se trompe parce que les Russes ne jouent pas le même jeu. Dès le début, les Russes évitent l'affrontement direct. Ils reculent, toujours plus à l'intérieur des terres, en incendiant leurs villages, leurs récoltes et même parfois leurs greniers. Ce choix, dicté par les généraux russes, scandalise une partie de la noblesse qui veut défendre chaque pouce de terrain, mais stratégiquement, c'est un coup de maître. L'armée française avance sans ravitaillement, la faim s'installe, les soldats se voient forcés de manger leurs propres chevaux. Donc la grande armée avance, mais elle s'épuise. Les routes sont mauvaises, les distances sont immenses, les paysans hostiles. Finalement, les Russes acceptent le combat. Le 7 septembre 1812, à Borodino, à une centaine de kilomètres de Moscou, les deux armées se rencontrent. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de tout le 19e siècle. 250 000 soldats s'affrontent, canonnades, charges d'infanterie, assauts de cavalerie. Les combats durent toute la journée. Les positions clés, comme le village de Borodino, changent plusieurs fois de main. Napoléon hésite à engager sa garde impériale, sa réserve la plus précieuse. Un de ses maréchaux lui dit « Sire, donnez-moi la garde et je vous apporte la victoire ». Mais Napoléon refuse, et cette prudence lui coûtera peut-être le triomphe. Tolstoï décrira Borodino un demi-siècle plus tard, dans La guerre et la paix, comme la bataille des batailles, symbole du sacrifice russe. Pendant mes recherches pour cette vidéo, je suis allée visiter le musée du panorama de la bataille de Borodino, qui est à Moscou. Donc c'est un musée historique sur la guerre contre Napoléon, situé au parc de la Victoire, dans le centre de Moscou. Le musée lui-même a aussi une histoire intéressante. Il a été inauguré en 1962, donc 150 ans après la guerre, et la célèbre peinture panoramique de la pièce centrale du musée a été réalisée en 1912 par un peintre d'origine française, Roubaud, né à Odessa, donc dans l'Empire russe, en 1856. En septembre 1912, donc 100 ans après la bataille, l'empereur Nicolas II assiste à la cérémonie d'ouverture du pavillon, où la toile est exposée, mais le pavillon est fermé 2 ans plus tard, pour des raisons de diplomatie, puisque la France et la Russie sont alors alliées pendant la Première Guerre mondiale. Le pavillon est ensuite détruit, la toile est roulée et stockée pendant des années dans des locaux différents, où elle se dégrade, donc près de la moitié de sa surface est perdue. Elle est ensuite restaurée après la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs un certain nombre de détails sont modifiés pendant la restauration. Le musée lui-même est situé à l'emplacement de l'ancien village Filly, où un conseil militaire s'est tenu en septembre 1812, dans la maison d'un paysan, et autour du célèbre Kutuzov. Il y a d'ailleurs une reconstitution de cette maison derrière le musée, mais elle était fermée quand j'y suis allée. La peinture panoramique de Borodino est longue de 115 mètres pour 15 mètres de hauteur et représente un moment décisif de la bataille. Et donc comme je le disais dans l'introduction, si vous voulez une reconstitution un petit peu plus vivante de la bataille de Borodino, il y a aussi cette reconstitution chaque année qui se déroule en septembre, donc sur le champ de bataille. C'est un moment qui est très impressionnant, j'y suis allée il y a 2 ans, avec beaucoup de costumes militaires, des chevaux, des canons, c'est vraiment incroyable à voir. À la fin de la journée, environ 70 000 hommes sont hors de combat, morts ou blessés. Napoléon conserve le champ de bataille, mais il n'a pas écrasé l'armée russe, qui se retire en bon ordre. C'est une victoire tactique, mais une défaite stratégique. Napoléon perd une partie de ses forces sans obtenir le résultat décisif qu'il espérait. Et donc c'est pour ça que, comme je le disais, les Russes considèrent cette bataille comme une victoire pour leur camp. Donc en Russie, Borodino est encore un symbole de la bravoure du peuple russe et de sa volonté de résister aux envahisseurs jusqu'au bout. On peut même comparer la mémoire de cette bataille à celle de Stalingrad en 1942, qui est aussi un acte de résistance héroïque contre l'ennemi et qui illustre aussi la volonté du peuple russe de tout sacrifier pour repousser l'ennemi et garder sa liberté. Le 14 septembre, Napoléon entre à Moscou. Il croit avoir enfin gagné, puisque si la ville tombe, Alexandre Ier viendra négocier. Mais Moscou est presque déserte. Les habitants ont fui, emportant avec eux tout ce qu'ils pouvaient. Et quelques jours plus tard, un immense incendie ravage la ville. L'essentiel des vivres part en fumée. La ville est complètement détruite. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de Moscou telle qu'elle était avant cet incendie. Le Kremlin et quelques autres bâtiments de pierre, principalement des édifices religieux, comme par exemple le magnifique monastère Novodevitchi. La rue Arbat, une des rues les plus célèbres de la capitale, est entièrement reconstruite. En s'y promenant aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer ce à quoi elle ressemblait alors,
une rue étroite bordée de petites maisons en bois. Les origines de l'incendie restent débattues encore aujourd'hui. Certains considèrent que c'est un sabotage, une conséquence du chaos. En tout cas, Napoléon est convaincu que c'est un sabotage de la part des Russes. Napoléon s'installe au Kremlin et attend. Pendant plus d'un mois, il espère un geste du tsar. Mais Alexandre reste inflexible. Le tsar écrit à sa sœur Catherine « Je ne céderai jamais, je préférerais tout perdre que de signer la paix avec Bonaparte ». Pour lui, céder serait trahir la Russie. Début octobre, Napoléon prend la décision de quitter Moscou. L'hiver approche, les vivres manquent, l'armée ne peut pas rester plus longtemps. La retraite commence et elle devient rapidement un cauchemar. Le froid s'abat sur les troupes, les chevaux meurent par milliers, les canons et les chariots sont abandonnés. Les Cosaques et les partisans russes harcèlent chaque colonne. Le passage de la Bérésina, fin novembre, devient le symbole du désastre. Napoléon tente de franchir le fleuve gelé avec son armée encerclée. Grâce à un effort héroïque du génie français, des ponts sont construits sous le feu ennemi, mais les pertes sont immenses. Et ce nom de Bérésina restera à jamais synonyme de désastre. Donc en juin, 600 000 hommes avaient franchi le fleuve du Niémen, mais en décembre, c'est à peine 100 000 d'entre eux qui repassent la frontière. C'est la fin du mythe d'invincibilité de Napoléon. La campagne de Russie est un tournant. Les puissances européennes reprennent courage et 2 ans plus tard, c'est la chute de l'Empire. En Russie, cette guerre est appelée la guerre patriotique de 1812. Elle devient un symbole d'unité nationale, célébré dans la littérature, la peinture, les monuments, etc. Un demi-siècle après les événements, c'est la littérature qui a donné à 1812 une place unique dans l'imaginaire russe. Entre 1865 et 1869, Léo Tolstoï publie La guerre et la paix, où l'invasion napoléonienne occupe le cœur du récit. Il ne s'intéresse pas seulement aux batailles, mais à la vie quotidienne des nobles, des paysans et des soldats. On y croise des personnages fictifs, comme Pierre Bezukhov, le prince André ou Natacha Rostov, mais aussi des figures historiques comme Kutuzov et Napoléon lui-même. La bataille de Borodino y est décrite avec une intensité saisissante. Tolstoï insiste moins sur la tactique militaire que sur l'expérience humaine, la confusion, la peur, la fatigue. Pour lui, la victoire russe n'est pas l'œuvre d'un génie individuel, mais le fruit de la résistance collective du peuple. Donc après la retraite de Russie, l'Europe comprend que Napoléon n'est plus invincible. L'armée française est brisée et la Russie, victorieuse, prend la tête d'une nouvelle coalition avec la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. En 1813, la guerre se déplace en Allemagne. Lors de la bataille des Nations, Napoléon subit une nouvelle défaite face à une armée alliée où les Russes jouent un rôle central. Puis la marche continue vers l'ouest. Les troupes russes franchissent le Rhin et traversent la France. Et donc en mars 1814, seulement 2 ans après la victoire de Napoléon sur les Russes, les troupes russes entrent dans Paris. C'est un choc immense pour les Parisiens puisque la capitale française n'avait pas été occupée par une armée étrangère depuis des siècles. Le tsar Alexandre Ier lui-même fait son entrée triomphale. Lorsqu'Alexandre marche dans Paris, le spectacle qui s'offre à lui est bien différent de Moscou brûlée et déserte que Napoléon a découvert. À l'inverse, Paris est bruyante et animée, enthousiaste même. Les officiers et soldats russes profitent de l'occasion pour visiter la capitale française et se comportent aussi bien que possible, les sanctions étant très lourdes en cas de pillage. Dans ses mémoires, le baron Pasquier, préfet de police, évoque le discours d'Alexandre la veille de son entrée à Paris. « Je n'ai qu'un ennemi en France, et cet ennemi, c'est l'homme qui m'a trompé de la manière la plus indigne, qui a abusé de ma confiance, qui a trahi avec moi tous les serments, qui a porté dans mes états la guerre la plus inique, la plus odieuse. Toute réconciliation entre lui et moi est désormais impossible, mais je répète, je n'ai en France que cet ennemi. Tous les Français, hors lui, sont bien vus de moi. J'honore le courage et la gloire de tous les braves contre lesquels je combats depuis 2 ans. Je serai toujours prêt à leur rendre la justice et les honneurs qui leur sont dus. Dites donc, messieurs, aux Parisiens, que je n'entre pas dans leurs murs en ennemi et qu'il ne tient qu'à eux de m'avoir pour ami. » Cet épisode marque durablement les esprits. Les Russes découvrent la vie parisienne, ses cafés, ses salons, sa culture, et rapportent beaucoup de ses influences chez eux. De l'autre côté, les Français gardent l'image d'une armée russe puissante, disciplinée, et d'un tsar magnanime, puisqu'Alexandre refuse de livrer Paris au pillage et traite la population avec respect. Donc l'entrée des Russes à Paris en 1814 ne marque pas seulement une victoire militaire, elle ouvre aussi une période de fascination culturelle. Depuis le XVIIIe siècle déjà, la noblesse russe admirait la culture française. À la cour de Saint-Pétersbourg, on parlait français presque plus souvent que russe. Donc par exemple, Tolstoï dans Guerre et Paix montre ces aristocrates qui tiennent salon en français. Et même si le français perd sa popularité après la guerre, l'occupation de Paris par les troupes russes renforce certains aspects de cette influence. C'est aussi de là que vient une des anecdotes les plus célèbres, l'origine du mot bistrot. La légende veut que les soldats russes, pressés de boire, criaient dans les tavernes parisiennes « Bystra », ce qui veut dire « vite » en russe.
Les Parisiens auraient repris ce mot pour désigner les petits établissements populaires où on servait à boire. Donc même si les linguistes ne sont pas tous d'accord avec cette étymologie du mot bistrot, cette histoire reste bien vivante et illustre un petit peu le choc entre nos deux cultures. La campagne de Russie est donc à la fois une histoire de grandeur et de tragédie. Napoléon voulait abattre l'Angleterre, mais en s'attaquant à la Russie, il a provoqué la chute de son empire. C'est l'histoire d'une armée immense venue de toute l'Europe, emportée par un rêve de gloire, et brisée par l'espace, le climat et la résistance d'un peuple. Ce fut aussi et surtout une tragédie humaine. Côté russe, Napoléon est un grand leader qui est encore admiré aujourd'hui, mais aussi associé à l'orgueil démesuré et à l'aveuglement qui l'ont conduit à la défaite. Pour les Russes, leur victoire sur la Grande Armée, tout comme leur victoire sur l'Allemagne nazie plus tard, est une preuve que la Russie ne peut pas être vaincue et que les Russes résisteront jusqu'au bout à toutes les tentatives de les soumettre ou de les envahir. Et donc l'aventure napoléonienne en Russie est un symbole de la ténacité du peuple russe et de sa volonté de tout sacrifier pour repousser un envahisseur.